Donc, vous avez entendu hier un topo là, sur le traitement personnalisé de l'emphysème. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans les détails sur ce traitement endoscopique de l'emphysème qui a pris un essor formidable depuis on va dire une quinzaine d'années. Mais il y a l'intérêt, le seul à repérer, c'est celui avec la firme Pulmonx qui commercialise des valves endobronchiques, mais ce ne sont pas des rémunérations personnelles, c'est simplement la participation aux études. Alors, juste un mot de physiopathologie, là, pour vous dire que le principe de ces réductions de volume, c'est la réduction de l'hyperinflation. Et je vous rappelle que cette hyperinflation, c'est le mécanisme majeur de la limitation à l'exercice chez les patients BPCO. Concourt à cette hyperinflation à la fois l'emphysème pulmonaire et l'effet de traction radiaire sur les petites bronches, l'atteinte des bronchioles, ça donne une obstruction bronchique et au bout du compte, on aura une limitation des débits qui va aboutir à une distension thoracique. Et ce sera un des phénomènes majeurs, comme je l'ai dit plus tôt, de la sensation de dyspnée. Cette hyperinflation, elle a un rôle très important dans la sensation de dyspnée, mais elle a également un rôle pronostique, puisque c'est également un phénomène pronostique, un facteur pronostique bien identifié maintenant. Il vaut mieux, quand on compare la survie de patients distendus versus les patients non distendus, le pointeur ne marche pas bien, mais vous avez une différence de survie qui est tout à fait nette. Et puis dans le haut du diagramme, ça c'est la sévérité de l'hyperinflation qui va augmenter en fonction de la sévérité du trouble ventilatoire obstructif. Plus vous êtes obstructif, plus l'hyperinflation augmente. Et cette hyperinflation, elle est à la fois au repos et elle se majore à l'effort. Et donc à l'effort, vous avez une capacité inspiratoire qui devient toute petite et encore plus faible qu'au repos. Alors, là, c'est la panique à bord. Alors, pour traiter cette hyperinflation, on a à notre disposition différentes techniques, la réduction de volume, chirurgicale ou endoscopique, la bulectomie, et puis le stade ultime, bien sûr, c'est la transplantation qu'on ne va pas aborder ici. On parle ici on ne parlera pas de la bulectomie non plus. La bulectomie, c'est le traitement des bulles qui font plus d'un tiers de l'hémithorax. Ça donne de l'hyperinflation aussi, mais c'est un autre sujet. Ces malades-là, il faudra les envoyer au chirurgien. Donc là, c'est typiquement le cas de figure d'une réduction de volume qu'on va discuter. C'est un emphysème centrolobulaire des apex avec des bases qui sont plus ou moins respectées. Donc un emphysème de distribution hétérogène avec en parallèle l'aspect scintigraphique de cet emphysème à distribution hétérogène. Alors donc là, ça c'est des grosses bulles, donc encore une fois, c'est pas de ça qu'on parle. Les grosses bulles, c'est pour le chirurgien. Alors, un petit rappel historique, ce travail publié en 1995, qui avait fait grand bruit à l'époque, le travail de l'équipe de Cooper à Saint-Louis, et qui rapportait des résultats extraordinaires de ce qu'il appelait alors la pneumectomie. Donc, pneumectomie, c'était 20 patients BPCO, très distendus, très obstructifs, avec... Là, j'ai un problème avec une réduction de volume de 20 à 30% de chaque poumon par sternotomie, avec une absence de mortalité opératoire, une durée d'hospitalisation très courte et un gain extraordinaire de VMS et également de distance parcourue aux 6 minutes, de dyspnée, de qualité de vie. Donc c'était une intervention magique qui a été à l'origine d'un engouement extraordinaire de beaucoup d'équipes chirurgicales pour cette technique à partir des années 95. Et cet engouement a été stoppé par l'étude NET, dont on dit juste un tout petit mot, cette étude NET qui a été publiée en 2003,
et qui montrait, mais le critère de survie de l'étude nette, le critère de jugement de l'étude nette, c'était la survie des patients, qui montrait un bénéfice de survie dans un sous-groupe de patients, hein, ça a été rappelé hier, hein, les patients qui avaient un emphysème des apex et une capacité d'exercice faible. Sur le critère général de survie, c'est une étude négative, et donc ça a été perçu comme étant une étude négative, alors qu'en fait, la chirurgie de réduction de volume donne un bénéfice fonctionnel aux patients. Il y avait une morbidité et une mortalité non négligeables, hein, 8% à 3 mois dans l'étude nette, 17 à 20% dans certaines séries, et logiquement, on a été amené à développer d'autres approches moins invasives, et c'est ça qui a donné lieu à l'approche endoscopique, la réduction de volume endoscopique. Et donc vous voyez qu'on n'a pas manqué d'imagination au fil du temps, on a essayé de faire des fenestrations intrabronchiques, hein, des bypass intrabronchiques là, qui ont été rapidement inefficaces, jugées inefficaces. On a essayé les valves unidirectionnelles endobronchiques, là c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, l'injection de colle intrabronchique, hein, la réduction de volume biologique, les ressorts endobronchiques, les coils, ou l'injection de vapeur. En fait, on ne va parler aujourd'hui que des valves, parce que en fait, c'est la seule technique qui est disponible en France en soins courants, et en Europe en soins courants, puisqu'en fait, la vapeur n'est plus disponible. Les études sont faites maintenant aux États-Unis. Les coils, la boîte qui les commercialise, a arrêté de développer ça. Et puis la réduction de volume biologique, c'est également le cas. Il y a eu un collapsus de la firme qui fabriquait ces colles, ces polymères. Donc on va parler que des valves. Les valves Zephyr, la seule qui soit en soins courants. Donc le principe des valves, c'est des valves unidirectionnelles. Vous avez un écho peut-être, non? Des valves unidirectionnelles, l'air peut sortir mais ne peut pas rentrer. Et l'intérêt de ces valves, c'est qu'elles sont flexibles, qu'elles sont réversibles. Donc la théorie, bien sûr, c'est réduire le volume du lobe, améliorer la mécanique respiratoire et améliorer donc Alors, ces techniques de réduction de volume par valve ont été testées dans plusieurs études contrôlées randomisées et donc, qui sont listées ici. On ne va pas bien sûr revenir sur chacune d'elles. Je voudrais juste synthétiser les résultats de la principale d'entre elles. C'est l'étude Transform, publiée en... Excusez-moi, l'étude Liberate. Il y a eu le cadre s'est déplacé. L'étude Liberate, publiée en 2018, incluant 190 patients, étude multicentrique portant sur des emphysèmes hétérogènes avec un suivi à 12 mois. Étude randomisée, contrôlée multicentrique, réduction de volume unilatéral par valve endobronchique versus traitement médical optimal, comprenant une réhabilitation respiratoire. Emphysème hétérogène, comme on l'a dit, plus de 50% de destruction du lobe cible, sans ventilation collatérale. On vous a expliqué ce que c'est hier, on va y revenir. 190 patients randomisés 2 pour 1, évalués à 12 mois avec le critère principal de jugement, le pourcentage de patients avec gain de VMS supérieur à 15%. Donc les principaux résultats cliniques, hein, le VMS, la réduction de volume, la diminution du volume résiduel, pardon, le Saint-Georges, et le dernier, c'est le test de marche de 6 minutes. Et pour tous ces paramètres, on voit qu'il y a une... Donc en vert, c'est la différence entre les deux. Hein. On voit qu'il y a un bénéfice significatif de la réduction de volume, avec une petite attrition au fil du temps, notamment pour le VMS. Et c'est un bénéfice qui est cliniquement significatif, cliniquement pertinent. Alors, ce qui est intéressant pour les cliniciens, c'est d'apprécier les résultats en termes de taux de réponse, hein, le pourcentage de répondeurs à 12 mois, hein, pour chacun des paramètres. Et vous les voyez ici, avec tous les patients ayant une réponse avec un bénéfice cliniquement significatif. Et donc, vous voyez qu'on est autour de 50, 60, 70% selon les paramètres de taux de réponse. Donc, même chez des gens bien sélectionnés, sans ventilation collatérale,
Ça donne une idée un peu de ce qu'on est en droit d'obtenir avec cette technique. Hein. C'est environ 60-70% de cas d'amélioration, de patients améliorés. Donc c'est bien sûr ça qu'il faut dire aux patients quand on va leur présenter cette technique. Et ce qui est bien connu également, c'est la survenue du pneumothorax, hein, très fréquent dans ces études. Et vous avez ici l'histogramme de survenue de ces pneumothorax. Et c'est dans le maximum de survenue, c'est dans les 3 jours. Hein, dans 80% des cas, ils surviennent dans les 3 jours suivant la pose de valve. Et ça survient surtout chez les patients qui vont faire une atélectasie suite à la pose de valve. Et le pourcentage de pneumothorax, c'est environ 25% des patients qui vont faire un pneumothorax. Et quand on regarde sur ce tableau les résultats globaux de toutes les études randomisées, ben on retrouve, c'est la dernière colonne, la liste le taux de survenue de pneumothorax. Vous voyez qu'on est autour de, toutes ces études retrouvent un taux autour de 25% de pneumothorax. Pneumothorax qui sont bien sûr, qui surviennent sur des patients dont la réserve respiratoire est faible et qui peuvent être menaçants. Donc c'est pour ça que ça conduit à garder les malades pendant 3 jours à l'hôpital dans les suites de la pose de valve. Néanmoins, il y a quand même des patients qui développent le pneumothorax un peu plus tard et il faut le savoir. Alors, maintenant, revenons un peu plus en détail sur la sélection du patient pour la réduction de volume endoscopique par valve, mais c'est également le cas pour les autres techniques. Hein. Donc, c'est des malades ayant un traitement médical optimal, incluant une réadaptation respiratoire préalable. Il faut qu'ils aient de l'emphysème, il faut qu'ils soient ni obèses ni cachectiques, qu'ils soient stables, moins de 20 mg par jour de prednisone, sevrés du tabac, pas d'accident vasculaire récent, pas d'antécédents chirurgico-thoraciques, hein, parce que du côté où on va poser les valves, parce que quand on va obtenir l'atélectasie, le poumon risque de se déchirer s'il y a des antécédents de chirurgie thoracique de ce côté-là. Pas d'exacerbation de bronchite chronique. Ce qui est marqué en rouge, c'est ce qui a été rajouté au fil du temps, parce qu'en fait, on a appris au fil du temps qu'il y avait des erreurs à ne pas commettre. Capable de marcher entre 100 mètres et 500 mètres, ayant un scanner en haute résolution et des coupes fines, ayant une scintigraphie de ventilation-perfusion, on va en parler, n'ayant pas de dysfonction cardiaque gauche, ni d'hypertension pulmonaire, pas trop d'hypercapnie, donc inférieur à 50 mm de mercure de PCO2, pas trop hypoxique, très distendu, entre 175 et 200%, enfin, au moins un seuil supérieur qui est situé entre 175 et 200%, mais plus on est distendu, mieux c'est. Une DLCO supérieure à 20% et un VMS inférieur à 50%. L'imagerie, donc, on va définir si l'emphysème est homogène ou hétérogène. On va évaluer l'intégrité des scissures. Hein, ce qu'on ne veut pas qu'il y ait de ventilation collatérale interlobaire. Et cette ventilation collatérale, vous l'avez compris hier, on l'évalue par 2 techniques, hein, le scanner quantitatif et la technique Chartis, qui est le gold standard en la matière. Le lobe cible qu'on veut détruire, le lobe cible qu'on veut traiter, c'est un lobe avec de l'emphysème, avec une destruction emphysémateuse de plus de 30%, à moins 950 unités Hounsfield. On veut réduire un gros lobe. Globalement, on veut réduire un gros lobe qui ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, en fait, il faut qu'il ait un gros volume, qu'il soit bien détruit, qui représente moins de 20% de la perfusion du total. Cette perfusion qu'on évalue avec la scintigraphie, SPECT, la tomoscintigraphie. Et donc, tout ça, ça conduit à exclure pas mal de patients. Et on va notamment exclure des patients qui ont une maladie des voies aériennes prédominante, des dilatations des bronches, de l'emphysème paraseptal, de la fibrose, un nodule dans la zone qu'on veut traiter. Il n'est pas question d'aller réduire le poumon dans la zone où il y aurait un nodule, ou alors quand on trouve une surprise comme un anévrisme, une dissection. Alors vous savez, donc là, la technique du Stratix, les 2 techniques, hein, le Stratix et le Chartis. Hein. Le Chartis, c'est cette technique qui consiste à occlure le lobe qu'on veut tester
et on voit s'il y a une ventilation résiduelle au sein de ce lobe. On ne va pas insister là-dessus. Et donc, comment est-ce qu'on raisonne? Donc, le Stratix et le Stratix nous indique si la scissure est complète à plus de 95%, entre 80 et 95% ou en dessous de 80%. Et normalement, si la scissure est complète à plus de 95%, on est autorisé à mettre les valves sans passer par le Chartis, mais en pratique, il est recommandé de faire le Chartis dans tous les cas. Il faut certainement faire l'évaluation Chartis lorsque la scissure est complète entre 80 et 95%. Et quand elle est en dessous de 80%, bah, il faut exclure les malades de cette technique et il faut penser à autre chose. Alors, ce processus de sélection, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'en fait, il y a beaucoup de malades qui sont évalués et en fait, peu de malades qui sont retenus. Et retenez ce chiffre, environ 20% de malades parmi ceux qui vont être référés, qui vont être retenus au bout du compte pour la technique. La technique, elle est très simple, elle est assez simple, elle est à portée de tout endoscopiste normalement doué. Elle consiste à mettre en place ces valves par un cathéter ad hoc, et donc on met ces valves, hein, et ça met environ 30 à 60 minutes pour traiter un lobe, et on va garder le malade pendant 3 nuits, comme on l'a dit. Hein. Voilà, on ne va pas insister là-dessus. Il faut également dire que très souvent on est amené à faire des bronchoscopies de révision, hein, parce que dans la vraie vie, bah, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il y a les études, et puis ce dont on ne parle pas bien, bah, il faut y retourner dans 40% des cas dans cette étude-là. Et donc, c'est comme ça. Il y a beaucoup de malades chez qui il faut faire des bronchoscopies de révision pour des pertes d'efficacité ou pour une efficacité initiale puis une perte d'efficacité, ou alors une absence d'efficacité, ou alors pour une hémoptysie, ou parce que la valve se déplace, le malade va cracher sa valve, etc. Et qu'est-ce qu'on va voir dans ces bronchoscopies de révision? Bah, éventuellement des tissus de granulation en bleu, là, dans la majorité des cas, ou alors des sécrétions qui vont venir boucher la valve. C'est la deuxième indication de ces bronchoscopies de révision. Et donc, ça va aboutir, dans la moitié des cas environ, à un replacement des valves, donc à une nouvelle repose de valve, ou alors à une ablation temporaire ou permanente des valves. Donc, il faut le savoir. Donc, on va passer là-dessus. On va donner quelques exemples. Hein. Donc, le cas de ce patient, donc, qui avait un VMS à 33% à la théorique, un VR à 200%, un DLCO à 39%, distance parcourue en 6 minutes, 420 mètres. Il est avec un Borg qui va de 0 à 8 lors de ce test de marche, et vous voyez le scanner et la radio avant et après. Hein. Vous voyez, on a bien obtenu une réduction de volume avec une rétraction du lobe supérieur gauche. Et vous avez ici le Chartis là-bas, qui montre, c'est la ligne noire, que la scissure est complète à gauche, mais elle n'est pas complète à droite. Donc le lobe est très détruit à droite, mais on ne va pas pouvoir le traiter. Par contre, on va pouvoir traiter le lobe gauche parce que la scissure est complète. Et ça, ce sont les données de la tomoscintigraphie qui nous donnent une idée de la perfusion du lobe, du volume du lobe, et ça va nous aider beaucoup à choisir le lobe qu'on veut traiter. Là, c'est la même chose. Un autre exemple, hein, donc le premier cas, c'était une atélectasie complète. Là, on va obtenir une atélectasie partielle. Et vous avez ici encore les données du Chartis avec la scissure qui est complète à gauche. Donc c'est bien sûr là qu'on va aller traiter, qu'on va aller poser les valves. Alors, parmi les données nouvelles, il y a cette étude qui est parue cette année, montrant, en début d'année, qui montre qu'en fait, on n'avait jamais comparé la chirurgie avec la réduction de volume endoscopique. Et cette étude britannique, à partir de 5 centres britanniques, donne la réponse partiellement à la question. Chez 88 patients randomisés 1 pour 1, et ils ont tous, sans ventilation collatérale sur le Chartis, réduction de volume unilatérale
endoscopique ou chirurgicale par vidéo-thoracoscopie, et ils évaluent les malades par le score de Bode. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ça ne fait pas de différence que l'on soit opéré de façon chirurgicale, enfin, que ce soit une réduction de volume chirurgicale ou une réduction de volume endoscopique. Et quand on regarde le taux de réponse, c'est toujours intéressant de s'intéresser au taux de réponse par malade. Vous avez ici un même taux de réponse, un même taux de répondeur, selon les techniques. Donc vous voyez, il y a une espèce d'équivalence des techniques. Bon, le problème, c'est que l'étude, elle n'est pas parfaite, puisqu'elle a été faite en plein milieu du Covid, et il y a pas mal de données manquantes. Mais globalement, ça donne une idée. En tout cas, pour une réduction de volume unilatérale, on a globalement les mêmes résultats. Alors, je ne parle pas des autres techniques de réduction de volume. La pose de coil endobronchique, maintenant, n'est plus utilisable en Europe, ni aux États-Unis. Il y a des nouveaux essais de nouveaux coils qui sont en train d'être réalisés. Et pour l'instant, on n'a pas cette technique. Et pareil pour la réduction de volume par injection de vapeur ou par l'injection de colle. Et donc, on n'en parle pas. Et tout ça explique, toutes ces données expliquent que la réduction de volume a acquis ses lettres de noblesse, et elle apparaît notamment dans les recommandations Gold ou dans les recommandations NICE britanniques comme étant une technique validée de prise en charge des patients, avec un grade A pour les valves, un grade B pour les coils, et puis un grade B pour la vapeur. Il y a beaucoup moins d'études pour ces techniques. Au bout du compte, comment est-ce qu'on raisonne? Le patient remplit-il les critères de sélection pour la réduction de volume? Ce qu'on a passé en revue tout à l'heure. Oui, non. Non, on passe à autre chose. Bulectomie ou éventuellement une transplantation. S'il remplit ces critères, ça va dépendre de l'aspect du scanner et du Chartis, donc le Stratix et le Chartix, l'évaluation par imagerie et par la technique de Chartis. Et selon que l'emphysème est homogène, on va pouvoir sélectionner le malade pour des spirales, des valves ou la chirurgie. Mais comme on n'a plus de spirale, si l'emphysème, par exemple, est homogène, la seule solution, ça sera de mettre des valves en l'absence de ventilation collatérale. Ou en cas d'emphysème hétérogène, s'il est hétérogène avec une ventilation collatérale, vous pourrez lui faire que de la chirurgie. Ou alors, s'il n'a pas de ventilation collatérale, vous pourrez lui mettre des valves, mais vous pourrez aussi discuter la chirurgie. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu. Merci. Merci, professeur Mal, pour cette belle présentation. Donc, la parole est à la salle. Merci pour cette belle présentation. Et, vous avez très bien dit que l'évaluation justement de la scissure complète ou pas, normalement selon les recommandations, c'est soit Chartis, soit une évaluation scanographique. Et vous avez dit par la suite que vous le faites systématiquement, c'est ça, les deux techniques en même temps? Ben oui, non, en fait, après, il y a les recommandations. Le tableau que j'ai présenté, c'est les recommandations d'un panel d'experts. Les plus grands experts, ce sont les Allemands et les Hollandais. C'est un panel d'experts qui a établi ces recommandations avec la place du Chartis et de l'imagerie. Néanmoins, tout le monde répète qu'en pratique, vaut mieux faire le Chartis systématiquement. Dans la diapo que j'ai peut-être pas eu le temps de détailler, en fait, même chez ceux qui ont une scissure complète, il y a quand même des patients qui ont une ventilation collatérale. Donc en fait, rajouter le Chartis permet de détecter des malades qui ont une ventilation collatérale
Et s'ils ont une ventilation collatérale, c'est pas la peine de leur mettre des valves, ça sera de l'argent perdu. D'accord. Et vous le faites au cours de la même séance, avant la mise en place des valves, juste immédiatement avant, juste avant. Voilà. Ça. Donc en pratique, il est plutôt recommandé de faire les deux. À titre indicatif aussi, la valve, c'est 2 500 € la valve. Donc voilà, c'est cher. Hein, mais c'est cher, mais pas, c'est pas inaccessible non plus. Hein. C'est Ali. C'est radical. Première question, s'il te plaît Hervé. Quel est le siège préférentiel pour poser les valves? Et deuxième question, quelle est la durée de vie de la valve? Ben, ce sont des techniques donc, qui sont développées depuis 2010. Hein, l'étude Vent, la première, c'est 2010. Et donc, ces techniques, l'étude Vent a été négative parce qu'en fait, on n'avait pas compris à ce moment-là l'histoire de la ventilation collatérale. Donc, en fait, il y a probablement des malades de l'étude Vent qui doivent être encore avec une valve, qui ont été améliorées. Hein, on a pu les enlever. Donc, on ne sait pas la durée de vie de la valve, on ne la connaît pas. Hein. La ventilation collatérale, les grandes études avec la ventilation collatérale, c'est à partir de 2015 par là. Et donc, il y a encore des malades qui ont 7-8 ans après, ils ont encore leur valve. Mais on n'est pas obligé de la changer, simplement parce que la durée de vie attendue serait courte. Hein. On la change que si elle s'est déplacée ou s'il y a une perte d'efficacité. Bon. Donc je ne peux pas répondre à ta question, je ne connais pas la réponse. Et alors, pour ce qui est de la topographie des zones à traiter, en fait on peut traiter les zones supérieures ou les zones inférieures. Hein, à la chirurgie, on avait bien mis en évidence une supériorité de la chirurgie apicale. Pour les valves, on peut traiter les zones inférieures comme les zones inférieures. Donc on peut faire les deux à la fois. Il est bien montré qu'en cas d'emphysème hétérogène, ça donne de bien meilleurs résultats que l'emphysème homogène, ça a été dit hier. On peut traiter aussi des gens qui ont des PCO2 supérieurs à 50 mm de mercure. Il y a des papiers là-dessus, mais ça doit être le fait de centres experts hein, quand même. Hein. Au cas par cas, on peut s'autoriser à dépasser. On peut traiter des gens déficitaires en alpha-antitrypsine aussi. Voilà. On peut traiter des gens avec une DLCO en dessous de 20%, même si les recommandations c'est au-dessus de 20%, au cas par cas. Encore une fois, c'est au cas par cas. Merci. Oui, j'ai une question. Les centres où on pose ces valves en France, est-ce qu'on peut les poser dans n'importe quel CHU ou bien il y a des centres spécialisés? Parce que moi j'ai envoyé un patient à Lille, ils ont refusé pour la valve, ils n'ont pas pu lui faire. Alors, vous avez une idée? Il y a des centres qui ont... On peut pas théoriquement, on peut le faire partout, à partir du moment où on satisfait les critères. En pratique, ça ne se fait pas partout. Hein. Ça se fait, et vaut mieux que ça se fasse dans des centres qui ont l'expérience, parce qu'il y a une courbe d'apprentissage, hein, comme toujours. Hein, il faut, même si c'est assez simple, ben, souvent au début, on ne choisit pas la bonne taille de valve, on la met pas au bon endroit, on pense qu'on va traiter une bronche lobaire alors qu'il faudrait traiter 2 segmentaires, etc. Bon, vous voyez, donc, il y a une courbe d'apprentissage, donc il vaut mieux que ce soit le fait de centres ayant d'expérience, mais ce n'est pas forcément des CHU, ça peut être des CHG, et je ne comprends pas pourquoi à Lille, ils n'ont pas voulu traiter votre malade, je ne sais pas. Peut-être aussi qu'il y a eu une contre-indication ah bah oui, ah bah s'il y a une contre-indication. Encore une fois, c'est 20% des malades hein, vous évaluez 10 malades, vous allez en traiter 2. Hein. Donc il faut bien comprendre hein, il y a un sacré écrémage, quoi. Je peux me permettre une deuxième question? Oui, bien sûr. On a vu que dans les recommandations du GOLD en 2024, ils ont élargi les indications, alors que, d'après ce que vous dites, donc, les différentes techniques en dehors des valves ne sont plus disponibles. Est-ce qu'ils ne sont plus disponibles juste pour un problème de commercialisation ou parce que plusieurs études ont montré des résultats plutôt négatifs avec une mortalité importante? Non, ce n'est pas un problème de résultats négatifs.
C'est un problème de disponibilité dans certains, c'est pas certains pays, c'est toute l'Europe, il n'y a plus ni vapeur ni coil. Donc voilà, donc, mais ça peut continuer. Et la firme qui fabrique les coils, c'est des Boston Scientific, elle a dit ça ne nous intéresse plus de fabriquer des coils, donc même aux États-Unis, ils ne peuvent pas mettre de coils. Ils sont en train de refaire une nouvelle génération de coils, les mettre au point, mais ça devra être remis au point, mais même aux États-Unis, même si c'est grade B sur le gold, ils ne peuvent pas en mettre. La firme ne développe plus, ne fabrique plus. Félicitations pour cette très belle présentation. Et juste, je voulais vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a eu une étude comparant les valves avec la chirurgie et la vidéothoracoscopie, une étude sur le plan rapport efficacité-coût? Alors, sachant que maintenant, la thoracoscopie, avec un seul trou de 3 cm, on pourrait résoudre le problème, surtout pour les bulles, et avec une bonne efficacité. Dans l'étude, la seule étude comparant les deux techniques, c'est l'étude britannique que j'ai citée à la fin, hein, l'étude CELEB. Et donc, c'est la seule étude, hein, il n'y en a pas d'autres. Et donc, en termes de bénéfices cliniques, c'est pareil, hein, c'était jugé sur le score de Bode, hein, et dans les deux cas, le bénéfice est le même, le taux de répondeur est le même. Les valves, ça donne plus de pneumothorax, 25% de pneumothorax, comme dans les études précédentes. Là, par contre, les valves, ça fait sortir les malades beaucoup plus vite de l'hôpital que la chirurgie. La chirurgie, c'est des bullages prolongés, comme vous le savez. Par thoracoscopie, on n'a pas de bullage. Oui, d'accord. Sauf quand vous garantit à 100%. Sauf, oui, il y en a quand même, mais ils sont peut-être un peu moins longs. Mais c'est la chirurgie par thoracoscopie. En tout cas, les durées de séjour à l'hôpital, même si ce n'est pas des bullages, étaient beaucoup plus longs avec la chirurgie qu'avec les valves. Donc voilà, après, il n'y a pas d'évaluation du coût dans cette étude. Il n'y a pas d'évaluation du coût.